Alors François Noulisenki, alors bonjour à vous François. Bienvenue dans ce webinaire où nous allons préparer la séance européenne qui vient de commencer. Alors on va commencer tout de suite par la version magasin sur les risques. Trader Forex ou les CFD implique un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors bonjour à vous Pascal. Alors on va commencer, on va faire déjà un petit bilan de ce qui s'est passé la séance américaine, la séance asiatique. Bon, on peut clairement voir que les indices actions sont clairement à la hausse. Dow Jones qui a pris 0,36%, l'indice un peu plus large de S&P 500 a pris 0,25 hier. Nasdaq, le secteur technologique 0,40. On a le dollar et le 10 ans américain qui a reculé. Le yen, quand elle lui a augmenté, la séance asiatique était concrètement dans le vert. Gold qui a progressé, le yen, les indices. Voilà, donc cette image-là, ça va nous aider à comprendre, à anticiper ce qui va se passer pour la journée. Moi, concrètement, je vois que les indices sont haussiers malgré ce qui a été dit à la Fed. Mon biais est haussier pour les indices européens. Alors on va commencer par le calendrier économique avant de faire l'analyse technique. Aujourd'hui, vous le savez tous, il y a l'OPEC, le rendez-vous de l'organisation pétrolière à Vienne, en Autriche. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend? Eh bien, on s'attend à un prolongement de 9 mois du gel de la production qui a été conclu en novembre dernier. Donc, je rappelle, l'OPEP avait a signé un accord, enfin les membres de l'organisation, pour geler environ 2 millions de barils par jour. Chose qui est respectée. Donc c'est un bon point. Maintenant, on avait un problème. Le problème, c'était que eh bien, le gouvernement de Trump a décidé d'augmenter la production américaine et du coup, le marché voyait en cela eh bien, une compensation et donc que le gel de la production n'aurait pas un grand impact sur les stocks de pétrole et l'offre. Voilà, donc on a eu la semaine dernière une nouvelle, l'Arabie Saoudite et la Russie, le premier et le deuxième producteur mondial de pétrole, qui ont prolongé l'accord jusqu'à mars 2018. Et depuis, le marché, les experts tablent aujourd'hui sur un prolongement de 9 mois de cet accord. Voilà, donc même s'il y a un prolongement, on va le savoir concrètement en fin de journée à 17h heure de Vienne, donc heure de Paris également. Pendant la conférence de presse, on aura beaucoup plus d'explications et donc voilà, ce sera vraiment à 17h qu'il faudra suivre les nouvelles. Donc voilà, mais concrètement, on s'attend à un gel de la production, donc même s'il y a un gel, même s'il y a une poursuite, je pense que l'impact sera assez limité, tout simplement parce que le marché a probablement déjà pricé cette annonce. Voilà, après, c'est mon opinion, nous verrons bien. Alors du côté des statistiques économiques, on a ce matin des statistiques en Grande-Bretagne, concrètement c'est le PIB à 10h30. Et ensuite, ce sera plutôt aux États-Unis les inscriptions au chômage. Alors, depuis une semaine et demie, on a des mauvaises statistiques économiques américaines, en tout cas des statistiques décevantes. Les statistiques de logements existants, les ventes de logements existants qui ont été publiées hier ont également été décevantes. Néanmoins, tout ce qui est le secteur du travail, il est plutôt positif. Voilà, donc on peut s'attendre cet après-midi à une publication positive des statistiques économiques américaines liées aux allocations chômage, et donc pourquoi pas un dollar US qui devrait rebondir sur son niveau de support. Voilà, donc on va commencer par cette analyse technique. J'espère que vous avez apprécié ce point de vue fondamental. Alors François qui me dit reprise des valeurs en yens. Alors oui, petite reprise, néanmoins mon biais il est clairement il est baissier sur le yen, donc haussier sur tout ce qui va être l'euro-yen, l'USD un peu moins, mais euro-yen, GBP-yen, pour moi, c'est vraiment les paires en yens où il faut se positionner. On verra ça tout de suite. Alors l'euro-dollar, comme vous avez pu voir, il a rebondi sur cette résistance mensuelle. Alors vous avez pu remarquer que depuis une dizaine de jours, j'ai un nouveau code de support résistance pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Alors je vais le décrypter rapidement devant vous pour comme ça tout soit clair et vous comprenez ma logique de pensée. Alors quand vous avez un trait plutôt épais, en vert, ça va être un support mensuel. En rouge, ça va être une résistance mensuelle. Quand c'est un trait fin, ça va être support ou résistance hebdomadaire. Et quand ça va être pointillé, ça va être des supports résistance journalière, donc clôture.
tout simplement des prix de clôture. Tout simplement parce que le marché, les institutionnels font attention si la séance d'aujourd'hui est positive par rapport à la séance d'hier. C'est pour ça que le prix de clôture est un niveau de support résistance à prendre en compte si vous ne le faites déjà pas. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de retrouver ce code dans mes articles. Si vous ne suivez pas, je vous invite à lire les articles, on propose des stratégies. Donc voilà, c'est juste pour que vous compreniez ce code couleur que j'essaie d'appliquer à tous les actifs. Voilà, alors l'euro-dollar qui a rebondi sur son support mensuel. Actuellement, on est en train de tester la résistance mensuelle à 1,1240. Alors, 1,12 pardon 34. Excusez-moi. Alors moi, mon billet concrètement sur l'euro-dollar, je suis plutôt neutre à court terme. En intraday, je suis haussier pour l'euro. Néanmoins, vu la tendance haussière qu'il y a eu, une consolidation, une prise de bénéfice, je pense aura lieu sur l'euro ces prochaines séances. Donc voilà, personnellement, je ne m'attends pas à une tendance bullish sur l'euro-dollar. Je ne m'attends pas non plus à un retracement. S'il a lieu, ça sera jusqu'à 1,11, je pense. En fait, un pullback sur ce canal ascendant dans lequel le cours évoluait depuis le début de l'année. Vous voyez qu'on n'a pas eu de pullback. Regardez ici, on a eu cassure, breakout, pullback, cassure, un petit pullback, cassure, et là on a le pullback sur le précédent pivot. Donc là, on peut s'attendre à une consolidation maintenant entre ces deux niveaux mensuels. Bon, en tout cas, c'est mon objectif. Je suis plutôt haussier sur l'euro aujourd'hui, mais, voilà, il faut savoir que le dollar US est sur niveau de support. On regarde le DXY. Sur les 96, 90, alors qu'est-ce que représente ce niveau de support? Alors c'est tout simplement le niveau de support sur lequel le cours évoluait juste avant l'élection de Donald Trump. Donc c'est non seulement un support technique comme on peut voir ici, c'est un support mensuel. Et en plus de cela, on a eu l'élection de Donald Trump ici, et vous voyez quelques séances auparavant, on avait ce parfait rebond. Et si on regarde d'un point de vue historique, le cours a l'habitude de rebondir sur celui-ci. Donc attention à ne pas shorter trop rapidement cette zone. Le dollar US est orienté à la baisse en intraday. Je suis concrètement vendeur du dollar US en intraday, mais attention, pour ce qui est du swing trading, attendons une cassure, je pense au moins hebdomadaire, de cette ligne de support pour vraiment shorter le dollar. Voilà, donc en intraday, mon billet baissé sur dollar, haussier pour l'euro. Donc euro-dollar, sentiment haussier, pas avec un fort momentum, je vous l'ai expliqué. GBP-USD, si on regarde également, eh bien c'est haussier. Voilà, GBP-USD, on a 2 journées de hausse, l'euro-dollar, on a 2 journées de hausse. Ce n'est pas un hasard, c'est DXY qui a 2 journées de baisse. Donc voilà, en fait les flux depuis un ou 2 mois, enfin ouais, surtout depuis l'élection, en fait depuis la qualification, enfin le premier tour des élections présidentielles françaises, le cash revient en zone euro. Voilà. Il passe de Wall Street à la zone euro. On a les indices européens qui superforment vis-à-vis des indices américains. Donc voilà, tout simplement pour différentes raisons, hein. Wall Street qui est très payé, les actions sont beaucoup plus chères que les actions européennes et donc voilà, les actions européennes sont tout simplement beaucoup plus attractives, ont un potentiel beaucoup plus important étant donné qu'ils n'ont pas, la plupart n'ont pas cassé les plus hauts historiques. Voilà, donc le GBP-USD, moi la zone de support que j'ai communiqué dans mes articles depuis le début de la semaine, c'est celle-ci, 1,2971, 1,2950. Voilà, donc moi je pense que cette zone-là, c'est une zone intéressante pour passer à l'achat sur du swing trading. Viser quel niveau? Alors, on vise déjà les 1,30, ce seuil psychologique, et ensuite, si on a une cassure, pourquoi pas les 1,30, 33. Un débordement, peut-être, tout va dépendre des législatives qui aura lieu le 8 ou 9 juin. Alors, c'est le 9 juin prochain, les législatives britanniques. Voilà, on aura l'occasion de réentendre Theresa May là-dessus. Theresa May qui, on va dire, depuis le début de l'année, est plutôt convaincante quant au Brexit. En tout cas, elle inspire confiance, donc c'est pour ça qu'on a un rebond de la livre. Maintenant, est-ce que ça va durer? Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni commenceront après les législatives britanniques, donc mi-juin, et ce sera à ce moment-là qu'on aura des premiers mouvements très volatiles sur la livre. Voilà, alors en intraday, je reviens. Bullish euro, bullish GBP. Les devises baissières, USD, le yen.
On regarde l'euro-yen, pour moi c'est une paire qui a beaucoup de potentiel. Alors pareil dans mon article, dans mes articles, je vise les 126, toujours d'actualité. Alors en intraday, qu'est-ce qu'on peut viser? Eh bien on peut viser les 125,66, un euro boule, un yen, comme on peut le voir, un petit peu haussier, mais si on regarde toutes les paires en yen, euro-yen c'est boule, USD yen, on a un chandelier aussi en daily, la UD yen c'est un doji, NZD yen, alors NZD yen, pareil un doji, CHF yen, c'est bien haussier, CAD yen, c'est haussier. Voilà, donc le yen, je pense qu'en intraday, c'est une paire qu'on va chercher, qu'on ne va pas chercher à acheter, et on va plutôt se positionner à l'achat sur l'euro yen ou le GBP yen, quitte à vendre une devise qui est un petit peu haussière. Ce qui nous intéresse, c'est d'acheter la devise la plus forte, et même si on vend une devise qui est haussière mais qui fait une progression un peu moins élevée, on aura quand même un cours qui sera bullish. Voilà, donc Jean-Yves, bonjour à vous, bonjour à vous Glaive, donc euro-yen, j'y reviens. Stratégie intraday, vous voyez comment c'est bullish l'euro yen. Alors on vient chercher déjà le précédent plus haut, 125,80, et ensuite bon bah c'est 126. Voilà, donc c'est ça la stratégie en intraday, en swing trading. Voilà, concrètement c'est mon opinion, je suis bullish sur l'euro yen. La meilleure paire en intraday sur l'euro, on va s'intéresser l'euro qui est une des devises les plus fortes, les monnaies européennes qui sont les devises les plus fortes depuis ces 10 derniers jours. Donc euro GBP c'est bullish. Maintenant les paires plutôt baissières. Alors on a l'AUD qui est un petit peu baissier en ce moment. On a un NZD, AUD NZD, vous voyez qui est bullish. Donc bon l'AUD est bullish vis-à-vis du NZD. Donc si on regarde euro NZD, normalement on devrait avoir voilà, un beau chandelier. L'euro yen, on a également, alors on va comparer l'AUD CHF, je pense que ça doit être baissier, voilà, c'est le CHF qui a le dessus. Donc voilà, concrètement, euro NZD, euro yen, ou euro dollar, voilà, c'est les devises en intraday à acheter. Si vous voulez acheter l'euro, n'achetez pas de l'euro GBP. Voilà, l'euro GBP, on va faire une petite analyse dessus. Alors, cassure de l'oblique baissière en place depuis le début de l'année, ici. Cassure du momentum baissier du RSI, donc on a deux signaux de hausse. Maintenant, on est sous résistance mensuelle, comme vous pouvez le voir ici, 0,8650. On a forcément une prise de bénéfice. On a la livre qui est également bullish, donc ça compense la hausse de l'euro. Donc pour cette raison, l'euro GBP, attention en intraday, à mon avis, il n'y aura pas de hausse, ce sera une stabilisation. Voilà, maintenant, à quoi peut-on s'attendre sur l'euro GBP? Bon, bah, tout va dépendre des négociations du Brexit. Moi, mon opinion, d'un point de vue purement technique, il est haussier. On a un momentum qui est haussier sur le RSI, un momentum qui est haussier sur le cours, que ce soit en daily, en mensuel, on n'a pas de divergence, on est au-dessus de 50. On a deux beaux chandeliers haussiers. En mensuel, c'est pareil, vous voyez, on est au-dessus de 50. Bref, on a aucune raison sur du moyen long terme à shorter l'euro GBP. En swing trading, il n'y a aucune raison. En intraday, c'est une stabilisation. Donc on va pas s'y intéresser. On passe aux indices donc européens. Voilà, vous avez pu comprendre que le Forex en Europe, c'est l'euro, la livre à payer. Les paires intéressantes, on va trouver, donc on va s'intéresser à des paires plutôt faibles, des paires plutôt fortes, donc euro NZD achat, euro yen achat, euro euro AUD pour euro USD achat. On peut faire la même chose pour GBP, donc GBP USD achat, GBP NZD achat, GBP Yen achat. Alors on va rapidement trouver des petits objectifs et ensuite on passe aux indices européens, c'est promis. Voilà, donc on va tout simplement chercher en swing trading intraday le précédent plus haut de la veille. Donc GBP Yen, on vient viser 145,36. GBP NZD. GBP NZD, alors, si j'écris mal,
GBP/NZD, on vient chercher les 1,8556. Donc comme vous avez pu le voir, GBP/NZD, c'est pas une paire de devises que j'ai l'habitude de trader. J'ai pas mes niveaux de support résistance mensuelle, hebdomadaire et journalière, donc ça me prendrait un petit peu de temps à le faire. Je vais préparer ça pour mon prochain point de marché. Je ferai également une analyse dessus, mais concrètement, ça ne change pas. La stratégie, c'est concrètement d'aller chercher le plus haut de la veille. Voilà, donc vous l'aurez compris, GBP/NZD, GBP/Yen, GBP/USD, euro-dollar, etc., etc. Voilà. Euh, alors, on passe aux indices européens. Moi, je suis bull. On a regardé un petit tableau de bord ici. CAC plus 0,33, DAX plus 0,1, Eurostock plus 0,18. Le CAC qui pousse depuis hier. C'est l'indice qui est européen qui est le plus haussier. Alors, on a eu deux bonnes stratégies hier et avant-hier sur les indices européens dans les articles. Voilà, donc on a une ouverture à la hausse. Je ne tweeterai pas avant ce point de marché sur les objectifs. J'avais l'habitude de le faire avant, enfin quand je faisais pas les points de marché. Maintenant, si je le fais, il n'y aura aucun intérêt pour que vous suiviez le point de marché. Donc voilà, je ne vais pas tweeter mes objectifs, malgré le fait que si je le tweeterais avant, ça serait avant l'ouverture des marchés. Bon, c'est pas grave. Le CAC, on va regarder l'Eurostoxx. Vous voyez, on a une ouverture haussière, ça retrace. 3595, donc on arrive sur un support mensuel. Le DAX, pareil, gap haussier, ça retrace. Bon, là concrètement, le CAC, il réagit plutôt bien. Vous voyez que la baisse est plutôt limitée. Néanmoins, on n'ira pas chercher les précédents plus hauts. On n'ira pas chercher les 5372. Je pense, on a eu un gap haussier. À la mi-séance, le CAC peut venir retracer jusqu'à 5350. Donc on a 8 points, pourquoi pas aller chercher. Après, les niveaux de support intéressants sera des supports mensuels. Donc la résistance devenue support. 5340 concrètement ça se paye. C'est le niveau de prix sur lequel le cours évoluait hier. Où il butait en fin de semaine dernière. Donc voilà. Pour moi, le premier pivot en swing trading intéressant, ça va être les 5350. Donc si on a un pullback, ça sera vraiment une zone intéressante. Le DAX, ça retrace beaucoup plus, c'est beaucoup plus volatile, hein, là on peut le voir. Donc là, pullback à 12 639, support hebdomadaire. Pourquoi pas tenter un achat là-dessus? Bon, à voir. Honnêtement, moi si je devais trader un indice aujourd'hui, ça serait le CAC 40. Voilà, ce serait vraiment le CAC 40. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il est constitué de sociétés, plus de sociétés financières, les sociétés financières qui profitent bien de la Fed qui, comme je vous rappelle hier, vous avez sûrement dû l'entendre, mais euh, elle veut réduire, euh, pardon, pas de, elle hésite à, elle n'est pas favorable à une hausse des taux tant qu'il y a un ralentissement de l'économie américaine. Comme je vous ai parlé depuis ces 10 derniers jours, 2-3 semaines, on a un ralentissement. Concrètement, la Fed pense que c'est un ralentissement temporaire, mais souhaite en être sûre. Donc, elle a dit qu'elle ne souhaitait pas augmenter ses taux. Après, la probabilité d'une hausse des taux en juin reste relativement élevée. Beaucoup d'experts tapent sur une hausse des taux, moi également. Je pense que le 14 juin prochain, on aura une hausse des taux. Et ensuite, la prochaine, la troisième, la dernière hausse des taux de l'année sera sûrement en décembre, comme elle a eu lieu en décembre 2016, comme elle a eu lieu en décembre 2015. Voilà. La nouvelle également de la Fed, c'est qu'elle a annoncé qu'il y aurait une réduction de son bilan. Alors qu'est-ce que c'est la réduction de son bilan? Alors la Fed, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle achète des titres, elle réinvestit dans des titres. Donc quand elle a une politique monétaire généreuse, eh bien, elle achète des titres et elle les, à la fin de l'échéance, elle les réinvestit, elle les rachète. Là, concrètement, le but, c'est que à l'échéance des titres, elle ne les achète plus. Donc en fait, qu'il y ait petit à petit une réduction. Alors ça commencerait par un faible palier, c'est-à-dire qu'elle limiterait, elle arrêterait le réinvestissement, par exemple, hein, c'est vraiment, elle n'a pas donné de détails là-dessus, mais imaginons, elle réinvestirait pas 10% des titres qui arrivent à échéance. 3 mois après, donc ça serait par tranche de 3 mois. 3 mois après, ce serait 20%, 3 mois après 30%, etc., etc., pour diminuer de plus en plus son bilan. Voilà. Donc voilà, les taux US, on l'a vu en début et on peut le voir ici, ils étaient plutôt baissiers.
Donc voilà, le secteur bancaire profite. On a le Dow Jones qui a été haussier hier, le CAC qui, vous voyez, a fait la meilleure performance, et ceux qui ils ont tous ouvert en gap haussier, mais c'est ceux qui retracent le moins parce qu'il est composé de sociétés financières importantes. Voilà, donc CAC 40, concrètement, s'il y a un objectif haussier, c'est pas plus haut que 5366. Niveau de support swing trading intéressant, 5341. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous souhaitez une analyse sur un actif en particulier, n'hésitez pas. Donc indice européen ouverture à la hausse, on devrait avoir en début de séance un petit retracement et ensuite on devrait revenir sur le prix du gap. Voilà, donc ça devrait faire une petite coupole. DAX, pareil, on devrait voir ça dans la séance. Et pareil pour l'Eurostoxx. Alors, du côté des matières premières, on a le pétrole qui depuis le début de la semaine est plutôt haussier, 0,84% depuis le début de la journée pour le pétrole, voilà, soutenu par la spéculation du marché quant à un prolongement de l'accord de l'OPEP. Alors on en saura plus à 17h. Mais voilà, même s'il y a une réduction de 9 mois, le biais devrait être haussier mais sera limité. D'un point de vue purement technique, on a le cours qui a retrouvé son biseau ascendant dans lequel il évoluait depuis l'été dernier. Vous voyez, on a ce biseau qu'on peut tracer avec les prix de clôture. On l'a réintégré en fin de semaine dernière. Et là, concrètement, la prochaine résistance est 52,66. Voilà. Donc, si le cours, s'il devait avoir un gel de la production, et que vous passez à l'achat, prenez les bénéfices à 52,66, c'est peu probable, selon moi, qu'on aille au-dessus. Donc voilà pour ce qui est du pétrole. Le Nikkei, nous demande François. Alors le Nikkei, bon bah c'est haussier comme vous pouvez le voir. On a des beaux supports mensuels, vous voyez que le cours a rebondi là-dessus. On est très loin de la moyenne mobile à 20 séances, on est très loin de la moyenne mobile à 50 séances. Le RSI qui est au-dessus de 50. Concrètement, on a un biais haussier. Maintenant, la résistance est psychologique des 20 000 qui n'a pas été dépassée depuis maintenant pas mal de temps. Hein. C'est depuis 2015 qui n'a pas été dépassé. Donc voilà, en cas de cassure de 20 000, alors on va tracer les supports et résistances mensuelles que j'ai l'habitude de tracer. On va faire ça ensemble, comme ça vous voyez bien ma stratégie. Donc vous voyez les prix de clôture. Donc là, les prix de clôture mensuel. Ce que je fais, c'est que je trace les trois niveaux de résistance et trois niveaux de support mensuel les plus proches. Ça sert à rien d'en faire plus, sinon ça va encombrer le graphique pour rien. Donc là, on a un prix de clôture. Et on a un prix de clôture également ici. Voilà, pourquoi j'ai pas fait celui-ci, simplement parce que ça c'est le prix d'ouverture, parce que le chandelier il est baissier. Donc là c'est le prix de fermeture. Maintenant les niveaux de support, alors on a celui-ci. Alors excusez-moi pour le code couleur. Donc je ferai une formation spéciale sur tracer des supports résistance. On est en train de mettre en place des contenus éducatifs, donc ça va prendre, je vous l'admets, un petit peu de temps parce qu'on se base beaucoup sur la qualité. Et donc voilà, on souhaite vraiment proposer des formations qualitatives, et donc ça prend du temps à proposer, à rédiger des bons niveaux de support, en plus de rédiger les articles quotidiennement, etc. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les contenus éducatifs arriveront. Voilà, donc là on a nos supports résistance mensuelle, ensuite on vient en weekly. 20 000 nous dit François, alors oui voilà, concrètement 20 000, c'est la prochaine résistance. Donc là on a un support résistance mensuelle. Alors il n'était pas vierge mon graphique. Donc je ne sais plus c'est lesquels les. Alors, excusez-moi. En fait j'avais déjà tracé des niveaux de support résistance. Donc maintenant ils sont mélangés étant donné que je mets la même couleur. Donc je vais essayer de les dissocier en changeant la couleur et supprimer les anciens. Voilà, donc ça c'est les anciens, comme vous pouvez le voir. Hop, hop. Et ici. Voilà, donc là je peux remettre en bleu mes niveaux de support mensuel. Très important, les supports mensuels. Voilà, ne faites pas attention. Enfin, moi honnêtement, pour ceux qui me demandent si j'utilise un indicateur en particulier pour le niveau de support résistance, non. Pour moi, niveau de support résistance, c'est des supports résistance psychologiques ou techniques, c'est-à-dire des précédents plus hauts.
ou alors des prix de clôture mensuels, hebdomadaires, journalières. Les prix de clôture horaires, ça a un aucun impact psychologique sur les institutionnels. Et c'est, je vous rappelle, les institutionnels qui font le marché. Donc voilà, prix de clôture sur du horaire ou du M15, bon, c'est assez limité, j'ai envie de dire, comme fiabilité. Voilà, donc là, je trace pareil, prix de clôture, je fais ça vite parce que, bon, j'ai pas envie de vous prendre trop de temps non plus. Euh, voilà, donc là, on a des niveaux de support résistance mensuelle, on vient en daily. Donc voilà, prochain niveau de support, 19 747 points, 19 750 concrètement, niveau intéressant, j'ai envie de dire en swing trading. Prochain niveau de résistance à court terme, 19 888, et ensuite à terme c'est les 20 000. Une fois qu'on passe les 20 000, on ira chercher les 20 235 points. Voilà, concrètement, vous avez vu ma stratégie pour mes objectifs. C'est pas plus compliqué, ne cherchez pas à faire compliqué. Voilà, je fais partie de l'école que la simplicité est parfois une bonne chose. L'USD CAD. Alors, analyse sur l'USD CAD. Donc, dollar US plutôt baissier, le CAD plutôt bullish en raison de la hausse du pétrole. Donc, USD CAD, il devrait être. Alors, j'ai du mal à écrire le S. Le SDK devrait être sous pression. Donc voilà, on a vous voyez, le pétrole qui fait pression, si on le superpose, on va superposer l'USD-CAD et le WTI. J'ai écrit dans un de mes articles que on a le support, enfin la résistance des 55 $ du WTI qui correspond sur l'USD-CAD, si je puis me permettre. Vous voyez alors, là on a eu, alors, où est-ce que... Voilà, donc là, il me semble que là, c'était les 55 $ sur le SD-CAD. Alors, on va retourner au CAD. Alors non, c'était pas les 55 $. 55 $, ils étaient... euh, alors, excusez-moi, je reviens tout de suite. Je regarde le pétrole. Alors oui, forcément, si je mets pas le bon cours, c'est pour ça que j'avais pas une bonne convergence entre cette résistance-là. Donc US Oil. Voilà, donc en marron, on a... Alors excusez-moi si c'est un petit peu illisible. En marron, on a le pétrole. Les chandeliers, c'est représentant de l'USDK. Donc vous pouvez voir qu'il y a clairement une divergence, enfin une corrélation opposée, négative. Alors, ce niveau de support-là, ça correspond à la résistance des 55 $ sur le WTI. Voilà. Donc, c'est le prochain niveau de support important. C'est le niveau de support à payer concrètement à long terme. C'est les 1,32, 1,3230, ça se paye. Maintenant, en intraday, on a un dollar US qui arrive sur le niveau de support, donc on ne devrait pas avoir une baisse venant du dollar US. Si on a une baisse de l'USD4, ça ne viendra pas vraiment du dollar US, mais ça viendra de la hausse du pétrole. Donc selon ce qui est conclu aujourd'hui à l'OPEP, si on a un gel de la production, comme je vous ai dit, ça devrait être haussier, mais c'est assez limité. Si par contre on n'a pas d'accord, le pétrole revient à 50 $ et l'USD-CAD, il remonte à 1,3450. Voilà. C'est en tout cas, il revient déjà à 1,3435. Donc tout va dépendre de l'OPEP. Moi, mon sentiment, concrètement, je pense que l'OPEP va aboutir à un prolongement de gel de la production. En tout cas, tous les acteurs ont plutôt intérêt à le faire, tout simplement parce que l'objectif de faire revenir les cours de pétrole autour des 55 $ n'a pas vraiment été atteint. Il a été touché 2 fois depuis le gel de la production en novembre dernier. Le prix moyen, si on devait regarder du pétrole, le prix moyen, euh, donc là on est à 50 séances, on va mettre sur, alors novembre ça fait 6 mois, donc 6 mois en séance de trading, c'est 120 jours environ, 120 séances, 130 pardon. Voilà, 130 séances. Donc depuis le gel de la production, on a un prix moyen environ à 51,21. Donc un petit peu inférieur que ce que souhaiterait l'OPEP à 55 voire 60 $. Voilà, donc comment
Pourquoi elle souhaite geler la production? À quoi va servir le gel de la production? À limiter, tout simplement, à faire baisser les stocks de pétrole. Les stocks de pétrole qui sont actuellement très très élevés, ils souhaiteraient les faire redescendre à une moyenne des 5 dernières années. Voilà, donc ça serait l'objectif. Au niveau des chiffres, je les ai pas. J'ai pas regardé le bilan de l'OPEP, ça, je regarderai, c'est promis, je ferai un article spécial OPEP. Mais voilà, concrètement, elle souhaite faire, en fait, liquider un petit peu de ses stocks de pétrole pour faire diminuer l'offre et donc faire remonter les prix. Je suis à l'achat, Pascal nous dit à 1,33,97. Stop 1,32,73, limite 1,37,56. Alors, on va regarder ça ensemble. USD CAD. Alors, vous m'avez dit que vous êtes à l'achat 1,33,97. Alors, nous sommes à 1,34, donc c'est plutôt déjà bien. Stop 1,32,73. Alors, 1,32,73. Ok, donc sous ce pivot-là, oui, c'est une bonne chose, pourquoi pas. Et vous venez viser 1,37,75. 1,37,75. Donc, ce scénario-là, pour viser à ce niveau-là, alors déjà, moi, si je devais viser un plus haut, ça serait à long terme, déjà, les 1,36,47. Voilà, ça serait ce niveau de résistance. Maintenant, euh, cette hausse de l'USD4 pourra provenir que de deux facteurs, soit la hausse de l'USD, soit la baisse du CAD. Donc la hausse de l'USD, ça voudrait dire que le DXY rebondisse. Comment il pourrait rebondir? Eh bien, Trump qui retrouve de la crédibilité, ou alors on a une belle hausse des taux de la Fed, on a en plus un discours le 14 juin prochain très très hawkish, euh, très très hawkish, on a des bons chiffres macroéconomiques américains, ce qui le marché penserait du coup que la Fed pourrait faire 4 hausses des taux comme il tablait en début d'année. Et donc on aura de nouveau une hausse de l'USD du dollar US et donc de l'USD CAD. Si la hausse ne vient pas du dollar US, il devra venir de la baisse du dollar canadien. Le dollar canadien il réagit à quoi? Il réagit au pétrole. Donc pour qu'il revienne à 1,34, il faudrait que le pétrole concrètement revienne en dessous des 50 dollars. 50 minimum. C'est concrètement on retourne même à 45 dollars. Donc concrètement, à cet instant précis, c'est pas mon scénario favori en swing trading. Maintenant, si l'OPEP n'aboutit pas à un gel de la production ou si on a un discours hyper hawkish le 14 juin prochain de la Fed et qu'on a des statistiques américaines très très bonnes ce mois de juin, alors oui, pourquoi pas, 1,37, ça serait un objectif raisonnable. Mais concrètement, sur du moyen terme, l'USD CAD, je doute qu'il y ait une tendance haussière. Voilà, on peut avoir des pullbacks, mais de là à dire revenir à 1,37, ça me semble peu probable. Après, payer ce niveau de support, comme je vous l'ai dit, 1,32,30, pourquoi pas? Voilà, là la question se poserait. Mais, euh, mais voilà, payer ici pour viser 1,37 alors que le CAD est haussier et que le dollar est sur niveau de support, mais concrètement que la tendance elle est baissière depuis ces dernières semaines, depuis le début de l'année. Regardez, depuis le début de l'année, la tendance elle est baissière. Voilà, c'est un petit peu du contre-tendance. Un bon point d'entrée pour l'USD Yen car maintenant c'est trop haut de la part de Jean-Yves. Alors trop haut, je suis d'accord. Après on a l'USD qui est sur niveau de support, donc c'est pareil comme j'ai dit, ça va dépendre des statistiques économiques. Je vais un petit peu détailler. On a des bonnes statistiques économiques américaines, ça veut dire que la Fed pourra encore plus remonter ses taux, en tout cas aura un ton encore plus hawkish, et donc le dollar US pourrait être encore plus haussier. Voilà, donc tout va dépendre des statistiques économiques américaines qui déçoivent depuis 2 mois. Voilà, depuis avril-mai, on a des mauvaises statistiques de logement, on a des bons chiffres d'emploi, l'inflation qui diminue. Voilà, donc concrètement, on avait une très belle hausse fin 2016, des premiers trimestres 2017, on a des très bonnes statistiques américaines. Depuis 2 mois, c'est assez mitigé. Donc la Fed, ce qu'elle se pose comme question, c'est est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est un ralentissement temporaire? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est pas bon signe, qui est durable. Voilà, 2 mois, c'est encore beaucoup trop tôt. Si en juin on a des chiffres qui sont haussiers, ça divergerait avec les chiffres d'avril et mai, et voilà, ça redonnerait un ton, un opinion positive pour le marché et donc pour la Fed aussi. Donc l'USD Yen, trop haut, oui. Alors maintenant, moi, j'ai cette ligne de tendance, si je puis me permettre.
qu'on peut trouver. Après, bon, elle n'est pas très fiable parce qu'elle est testée que sur 2 points. Une droite, c'est au minimum 2 points. Donc, je dirais que la fiabilité de celle-ci n'est pas vraiment, comment dire, euh, respectée, comment dire, elle n'est pas très, vraiment fiable encore. Si on avait un rebond sur celui-ci, on aurait 3 touches. Et donc là, ça commencerait à avoir on commencerait, pardon, à avoir une fiabilité de ce niveau de support. Donc je trace cette zone-là juste, comment dire, c'est spéculatif, vraiment spéculatif, un rebond là-dessus. Voilà, maintenant si on a un rebond là-dessus, on pourra anticiper le quatrième. Bref, l'USD Yen, bon, la tendance sur du long terme, vraiment depuis le début de l'année, elle est baissière. Maintenant, on a un Yen index, vous voyez, qui est plutôt baissier. Il est plutôt baissier sur. Alors là, je fais une analyse long terme. Je vais ensuite revenir sur du court terme, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important d'avoir un biais de long terme pour comprendre ensuite ce qui se passe sur du court terme. Voilà, donc depuis le début de l'année, ce qu'on a sur les paires en yens, on avait un retracement euro-yen, USD-yen, etc. Tout simplement parce que le yen rebondissait. On avait une belle tendance baissière qu'on avait exploitée en fin d'année 2016. On avait eu des bonnes stratégies. On a eu un rebond depuis mi-décembre. Et depuis, on a eu ce signal de baisse qui a eu lieu au début du mois de mai, fin du mois d'avril. Maintenant, on a le pullback, c'est normal, pullback sur l'oblique. Maintenant, on a deux stratégies, deux scénarios possibles. Soit c'est un pullback et le cours revient en tendance baissière, ou soit c'est un pullback et réintégration du canal et le yen revient à la hausse. Voilà, alors à cet instant précis, alors quel jour nous sommes? En ce jeudi 25 mai 2017, bah, mon scénario il est plutôt baissier sur l'yen, je tape plutôt sur un repli 87,6, tout simplement parce que les indices sont plutôt haussiers, on a plutôt un environnement du marché qui en appétit pour le risque, et donc le yen qui devrait plutôt normalement être baissier, donc qui devrait profiter à l'USD yen. L'USD yen, l'euro yen, l'USD yen, etc., etc. Maintenant, les bons points d'entrée, je pense que 111,20, c'est un bon point d'entrée en swing trading, c'est un support mensuel, donc pourquoi pas attester d'acheter ce niveau de support. Sinon, on a les 110,81 et le must serait les 1,109. Quoique un retour sur 109, je pense, remettrait en cause la tendance haussière du dollar US. Concrètement, à mon avis, il n'y aurait plus de tendance haussière du dollar US et le yen serait complètement bullish. Donc on aurait euh, même plus raison d'acheter le dollar US, je pense, enfin l'USD yen, s'il reviendrait à 109. Voilà, maintenant, je pense que s'il y avait des stratégies en swing d'achat, ça se ferait l'achat sur 111,20 ou sur 110,80. L'euro yen sous résistance à 1,3619. Alors Pascal, l'euro yen, j'y reviens. Moi l'euro yen c'est 126, hein. Concrètement, prise de bénéfice à 126. Alors je ne dis pas que le cours ne peut pas déborder, mais c'est la prochaine résistance majeure. Voilà, donc moi je vous invite à prendre une partie des bénéfices sur les 126. Voilà, alors je pense avoir répondu à toutes les questions. On passe rapidement sur le gold, étant donné que je m'étais un petit peu éloigné. Alors le gold, on avait une bonne stratégie d'achat donnée dans mon article de mardi. Voilà, stratégie d'achat sur cette zone-là, 1250. J'en ai parlé même avec un des auditeurs qui est présent sur Twitter. Voilà, donc de toute façon, vous pouvez voir mon analyse, mon article. Achat sur les 1250, on a eu un rebond, 1260, il y a une prise de bénéfice. Moi, mon scénario en intraday, je pense que, étant donné qu'on a tous les indices, regardez, tous les indices, ici, ils sont à la hausse. Donc normalement, on devrait avoir un gold qui est sous pression, malgré le fait que les corrélations qui existent, les corrélations historiques, sont un petit peu, comment dire, ne fonctionnent plus comme avant. Ne sont plus aussi fiables qu'avant, mais il faut garder quand même en tête que une hausse des marchés des indices, c'est un appétit pour le risque,
Et le gold, c'est une valeur refuge maintenant. Enfin, c'est pas une valeur refuge, c'est une valeur de diversification. Donc oui, le gold peut augmenter en même temps que les indices, mais bon, euh, voilà, moi, concrètement, s'il y a une hausse des indices, en intraday, j'aurais plutôt sentiment à ne pas acheter le gold. Donc voilà, là on peut voir qu'il y a une tendance haussière sur les indices. Le gold, s'il y a un repli, ce sera jusqu'à 1256. 1255, pourquoi pas? Est-ce que 1255 ça s'achète? Je ne pense pas. Moi, le gold, je m'y intéresse qu'en swing trading. Donc 1250, pourquoi pas? Le must serait 1220. Voilà. Quel objectif? Eh bien, on vient d'utiliser cette trendline haussière qui était l'oblique haussière en place depuis le début de l'année, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, si on a une prise de bénéfice, ça se fera sur cette oblique haussière ou sur cette résistance mensuelle. Voilà, c'est les stratégies en swing trading. Il n'y a plus de questions. Écoutez, je vais vous donner rendez-vous sur le site dailyfx.fr pour les stratégies en intraday, swing trading. N'hésitez pas, on publie des articles quotidiennement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à y participer. Alors comment on quitte le mode plein écran, voilà, c'est ici. Vous allez sur le site DailyFX français et voilà, vous avez concrètement des stratégies en intraday, etc., etc. Donc dans une trentaine de minutes, vous retrouverez un article sur les indices européens publié par moi et voilà, Forex européen également, des matières premières, etc., etc. Pascal, dernière question avant la fin de ce webinaire. GBP, NZD, achat 1,8437. GBP plutôt bull, NZD plutôt baissier en intraday. Alors, je vais regarder avec vous un petit peu cela. Vous voyez, on a un beau chandelier haussier. 1,8437. Oui, alors pour viser quel niveau? Ben, on vient viser. Première stratégie, c'est le prix de clôture d'ici 1,8478. Si vous voulez vraiment un objectif à court terme. Et sinon, ça sera les 1,8565. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci à vous pour votre présence pour ce premier point de marché. Je vous donne rendez-vous donc sur cdalifx.fr. Et sinon, le prochain point de marché aura lieu lundi à 9h dans cette même salle de trading. Merci à toutes et à tous et excellente journée.